émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par la Maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le Grand Bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Grand Lac. Bienvenue dans le Grand Bain de l'écho, la dernière de l'année. Pour cette dernière édition du millésime 2024, qui a été mon premier millésime, puisque j'ai repris la relève de Pierre-Luc Petit-Delclève au mois de septembre dernier. Eh bien, j'accueille Laurent Pernet et Fabien Jany. Alors, j'ai fait un petit teasing sur les réseaux sociaux en demandant aux auditeurs et aux auditrices de bien tendre l'oreille pour accueillir Nouvel Oeil. Nouvel Oeil, c'est une agence de communication qui a un quart de siècle et que ses dirigeants, Laurent et Fabien, vont présenter. Alors, bonjour, bonsoir plus exactement à tous les deux, on se connaît depuis longtemps. Alors, on va faire comme dans la vraie vie, on va se tutoyer. Allez. Eh bien, bonsoir. Et puis, je vais vous laisser la parole pour présenter votre bébé qui est devenu un enfant, puis un adolescent et aujourd'hui un jeune adulte. On va parler de com, on va parler de site internet, on va parler de la naissance de votre activité, juste après que vous avez mis fin à vos études, si j'ose dire. Hein, vous êtes entré tout de suite dans la vie active. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu, apprendre à vivre avec peu de moyens en tout cas, au départ. Mais vous en êtes plutôt pas mal tiré parce que 25 ans après, on peut dire que vous êtes encore des acteurs et particulièrement actifs de la com auprès des collectivités locales et puis évidemment des entreprises. Allez, petit focus sur vous, sur ce que vous êtes, d'où vous venez, et puis après on verra quelles sont les activités que vous avez développées. Eh ben alors, moi je suis Laurent Pernet, donc j'ai rencontré Fabien Jany à l'école française des attachés de presse et des métiers de la communication de Lyon. Donc on s'est rencontrés en 1999, on a fait toutes nos études ensemble, on a effectué des stages dans à peu près tous les types de métiers de la communication. Fabien a fait un petit peu de radio, c'est certainement pour ça qu'il serait un peu plus à l'aise que moi ce soir sur le plateau. Il nous en parlera. Voilà. Et à l'issue de nos études, dont nous avons été forcément diplômés, on a décidé de créer l'agence Nouvel Oeil. Donc, on était parti d'un constat relativement simple, c'est que les TPE et PME à l'époque n'avaient pas de solution globale en communication. Et nous, quand nous sommes arrivés sur le marché, on s'est dit, le but du jeu, ça va être de fournir une solution globale de communication à nos clients. Tout simplement. Donc on a commencé en prospectant avec les moyens du bord et notre tout petit réseau qui était seulement en train de naître. Et donc on avait beaucoup d'artisans, de TP, TPE, un petit peu de PME. Et on a commencé à vraiment prendre un petit peu notre essor, je dirais, en 2004, quand on s'est installé dans nos bureaux, suite à la rencontre avec une grosse société de l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui, qui est Boss Équipement, qui nous avait fait confiance pour la gestion globale de sa communication. Donc c'était une très belle aventure et je dirais que c'est vraiment là où on a commencé à poser les premiers jalons de Nouvel Oeil. On est devenu vraiment une entreprise. Et Boss Équipement qui, j'imagine, vous a aidé à intégrer le secteur géographique de la Tarentaise. Tout à fait, ça nous a ouvert un petit peu les portes des montagnes. Ouais. Et comme on disait à l'époque, on nous a bien mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'on a vraiment appris notre métier, à travailler avec nos fournisseurs. À l'époque, on faisait beaucoup d'impressions, de choses comme ça. Donc ça a vraiment tissé notre relationnel à l'époque, quoi. D'accord, on va simplement rappeler que Boss Équipement Hôtelier est une entreprise qui est située à Moutier et qui est un fournisseur historique de matériel pour les établissements de restauration et d'hôtellerie, en particulier les cuisines. Une société qui a connu des difficultés, qui est repartie avec un nouvel actionnaire et qui est effectivement un acteur majeur de la fourniture de moyens professionnels pour les acteurs des stations. Donc Laurent et Fabien se rencontrent finalement à la fac, hein, à l'EFAP. À l'école française. À l'école française,
pas tout à fait la fac, effectivement. Et puis, ce projet, il naît au fur et à mesure, finalement, ou Alors, à l'issue des études? Je crois qu'il naît de deux choses. Un, nous, la volonté de ne pas être salarié. Surtout quand au départ, on nous avait promis quand même, vous allez sortir de l'école, vous allez gagner 40 000 francs par mois, ça va être extraordinaire. Donc effectivement, on avait chacun les opportunités, mais c'était au SMIC. C'était passé de 40 000 francs à environ 1 500 euros. J'ai dit, les gars, si on se mettait ensemble, peut-être qu'on va réussir à y faire nous-mêmes. D'accord. Et en même temps, il y avait un truc qui commençait à exister, qui s'appelait Internet. Je rappelle, entre 99 et 2001, c'est un petit peu les débuts. Google atterrit en 98, on va dire, en France. Et de mon côté, donc culture générale en communication grâce à notre cursus à l'EFAP. Et en même temps, on se met aussi à aller sur ces nouvelles technologies que sont l'Internet. Et grosso modo, à l'époque, en 97-98, les institutionnels essentiellement et les grosses entreprises avaient demandé aux informaticiens de leur créer des sites Internet. Sauf que quand arrive Google, les gens qui avaient des sites Internet se retournent vers les informaticiens en disant on a un petit problème, c'est que le site que tu nous as fait, on le trouve pas sur ce nouveau média qui est Google. Et donc là, il dit oui, d'accord, mais moi, vous m'avez demandé de mettre un bouton en haut à gauche, un bouton en bas à droite, le reste, Google, moi je sais pas ce que c'est et je sais pas m'en servir. Et à ce moment-là, donc, naissent les agences dites de référencement qui vont aller optimiser ce qu'a créé l'informaticien pour faire en sorte qu'il soit trouvé pas que sur Google. À l'époque, on avait des métamoteurs, on avait Copernic, on avait Yahoo, on avait des annuaires. À l'époque, tout le monde s'appelait agence de quelque chose pour avoir un A devant son nom. Enfin, bref. Et Google vient révolutionner ça. Mais pour ça, du coup, il faut des experts qui puissent précisément faire connaître le site Internet à cet endroit-là. Naissent donc les agences de référencement et nous, à cette époque-là, donc on finit par faire des stages. Et moi, je sais que mon dernier stage, je le fais naturellement en agence de référencement. Et je pars d'une espèce de constat que je vais essayer de faire court, où je me dis que la façon de travailler des agences de référencement est pas tout à fait très honnête, car à partir du moment où je pense qu'un homme à la fois de marketing avec des notions informatiques, ayant compris comment fonctionnait l'algorithme de Google, et toute ma prétention était là, c'est de prétendre correspondre à ces trois critères, je me suis dit, on va monter une agence de communication globale, certes, parce qu'on sait le faire, mais sur Internet, on va peut-être donner une petite valeur ajoutée, c'est-à-dire faire des sites Internet qui non seulement sont entièrement administrables par le client, et qui en plus, grâce à cette administration facile, garantissent un certain type de référencement et fassent en sorte que le site soit toujours très bien indexé dans Google et très référencé dans Google. Et donc, donner la possibilité au client finalement d'interagir assez facilement sur le site Internet qui a été créé et lui donner en réalité la main, pour... Exactement. Ensuite alimenter, si j'ose dire. Et le fait de lui donner la main lui permet aussi, par le jeu du code qu'on aura mis en place, de faire en sorte que le référencement soit toujours optimal. Et donc la petite révolution, c'était de dire, au lieu de faire payer au client un référencement annuel d'environ 5 000 euros par an et par langue, nous on garantissait le référencement. Donc, vous payez le site Internet, mais on vous garantit le référencement. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais il fallait des outils. Ouais. Donc, les outils, à cette époque-là, on les avait pas encore. Et donc, on essaye de travailler avec des informaticiens, etc. On leur inculque la science qu'on avait, et on vend timidement un site par an, un en 2001, un en 2002, etc. Tout n'est pas parfait. Et arrive ce qu'on appelle les CMS open source, des systèmes de gestion de contenu libres de droit, dont Joomla à l'époque, ou Spype, etc. Et on dit, avec ces outils-là, ça va être encore plus simple et on va pouvoir mettre en place cette stratégie. Donc, on fonce comme des bêtes sur cette technologie, donc sur la technologie Joomla à l'époque. On met en place la stratégie qu'on avait pensée. On se met à vendre justement nos premiers sites comme ça. Alors c'était compliqué parce qu'on expliquait aux gens qu'on allait super bien les référencer, mais qu'ils n'allaient pas le payer. Alors culturellement à l'époque, c'était un petit peu complexe de vendre du gratuit et de garantir un résultat. C'est sûr. Malgré tout, on a réussi à trouver un premier client qui nous a fait confiance là-dedans, en disant mais je comprends pas pourquoi vous êtes 2 fois moins cher et vous serez les meilleurs. D'accord. Malgré tout, ça a été le cas, ça a très bien fonctionné, ça a fait boule de neige et effectivement, le système a toujours fonctionné. Alors aujourd'hui, c'est différent. Google n'a plus complètement, on va dire, le monopole de tout ce qui va être référencement, de tout ce qui va être visibilité. Il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a plein de choses, etc. Mais on essaye d'avoir toujours un temps d'avance pour effectivement faire en sorte que nos sites ils soient beaux, ils soient bien faits, etc. Mais surtout qu'ils soient très visibles. Absolument. Et sans parler de sites, après, il y a tout ce qui est stratégie web. On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Et c'est vachement intéressant ce que vous nous racontez, ce que tu viens de nous indiquer. Fabien, on voit que tu as un petit peu l'habitude de la radio. Hein. Je crois que tu as eu une expérience. La dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 25 ans. Mais si on peut appeler ça une habitude, peut-être. Oui. Il y a quelques années, lorsque tu étais encore étudiant. Après, il y a peut-être une petite précision à donner, c'est que nous, à l'époque, quand on a commencé à vendre des sites internet, donc c'était vraiment le début de ce média, voilà. Et en gros, on avait une clientèle qui n'était pas du tout aguerrie à ça. C'est-à-dire qu'on achetait un site internet parce qu'il fallait avoir un site internet. On ne mesurait ni l'importance que ça pouvait avoir en termes de retombées ou quoi que ce soit. Donc les gens achetaient quelque chose juste pour l'avoir, entre guillemets, en sachant que ça ne les arrangeait pas forcément parce que c'était pas très sexy de rentrer dans ce nouveau média. Et en gros, donc la grosse difficulté, c'était que les gens prennent un petit peu en compte ce que ça allait pouvoir leur apporter. Ouais, tout à fait. Ils l'ont très vite compris. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est beaucoup plus aguerrie et qui connaît déjà les choses. C'est-à-dire qu'on a des demandes qui sont beaucoup plus précises. Oui, avec un marché qui a beaucoup évolué, effectivement. Qui est arrivé à une certaine maturité, quoi. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tous les deux à l'instant était très très important. Les clients qui s'engagent sur la commande de sites internet au début des années 2000, ils n'ont pas de visibilité, pas de recul, parce que moi je me souviens à titre personnel que au début des années 2000, j'avais absolument aucune utilisation d'internet. C'est venu quelques années plus tard, de mémoire, au milieu des années 2000. Lorsqu'il a fallu pour ces entreprises, alors essentiellement dans le secteur des services ou de manière plus large dans les... Ouais, je crois que la plupart des premiers clients, c'était plutôt des cabinets d'expertise comptable, par exemple. Ouais. C'était aussi de l'immobilier, ceux qui avaient besoin de montrer une certaine image sur ces nouveaux médias. Et puis après, ça s'est étendu à tous les types, tous les corps de métiers possibles. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus le service. Et puis, il y avait une espèce d'appréhension où ils savaient qu'ils en avaient besoin, mais ils savaient pas tellement comment, ils comprenaient pas tellement comment ça marchait, mais ils savaient qu'ils en avaient besoin. Et les autres le faisaient, il fallait le faire. D'accord, voilà. Donc en quelque sorte, c'était un petit peu la course à l'échalote. C'était ça. Mon voisin a commandé un site internet, il va falloir que j'en commande un qui soit plus beau, plus visible, plus référencé, mieux référencé en tout cas, c'était un peu ça. sans avoir de certitude sur précisément cette visibilité. Alors après, ça allait très vite quand même. Ça allait très vite. C'est-à-dire on va avancer un petit peu effectivement parce que entre 2004 et 2007, ça a été l'explosion. Ouais, parce que là, effectivement, on commençait à comprendre ce qu'était Google. Tous les anciens systèmes, les Lycos, les Copernic, les Yahoo, les machins, commençaient à être cuits. Obsolètes. Exactement. Et Google avait une véritable réalité, quoi. Hein. Après, il y aura une deuxième étape, on va dire aux alentours de 2012. C'est ce petit engin que j'ai dans les mains qu'on appelle aujourd'hui le smartphone. Absolument. Qui lui aussi a entraîné une nouvelle révolution. Ensuite, vous avez eu les réseaux sociaux qui étaient déjà là, mais disons qu'ils ont pris une place vraiment prédominante dans tout le monde du web. Et puis voilà. Oui, soyons clairs, effectivement. Je pense qu'il n'est pas inutile de faire un petit rappel historique. À cette époque, début des années 2000, on en est à l'âge de pierre, si j'ose dire, du téléphone portable, à longue antenne. À touche, c'était Nokia à l'époque, des opérateurs qui ont disparu depuis, en tout cas. Juste pour une petite anecdote, le premier site internet qu'on a réalisé, qu'on a vendu, on a envoyé la facture par fax. D'accord, oui. Voilà, juste pour donner une... Je me souviens très bien avoir continué d'utiliser la télécopie, je pense, tout au long des années 2000, effectivement. Il y a même, excusez-moi, il y a même une époque qui a pas duré longtemps où certaines agences de com disaient non mais attendez, un téléphone c'est bien pour dépanner sur Internet, mais jamais on ira surfer sur Internet. Absolument. Avec un téléphone. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'appli, de web app. Absolument, tout à fait. Donc jusqu'à ce que, en gros, notre ami président d'Apple vienne présenter son produit, c'est-à-dire le premier iPhone, le premier smartphone, si j'ose dire, si je ne me trompe pas, et s'il n'avait pas été devancé par d'autres opérateurs, ce qui a permis effectivement d'avancer dans le monde de la communication et bien au-delà, avec après la naissance des réseaux sociaux qui est venu encore apporter, si j'ose dire, une touche supplémentaire. L'environnement concurrentiel dans votre activité, j'imagine qu'il est particulièrement important. Donc, il faut se battre évidemment pour être au plus près de ses clients. Il faut prospecter. Il faut répondre à des
appels d'offres entre guillemets. Alors c'est vrai pour le public évidemment, mais je pense que quand de grands opérateurs privés souhaitent se doter de moyens et d'outils de communication, ils regardent un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Alors comment vous êtes positionnés tous les deux avec cette entité qui avait à l'époque quelques années d'existence? Comment vous avez fait pour grandir? Alors, je dirais qu'il y a tout. Déjà, si on parle de concurrence, il faut aussi parler de marché. On a parlé donc de la communication globale, donc le logo, la plaquette, etc. Évidemment, qui représentait 80% de notre activité dans les années 2000. Aujourd'hui, va en représenter 5%. Il y a le site internet et le référencement de site internet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup marché, beaucoup fonctionné, et qui fonctionne toujours maintenant. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a les applis et les web apps. Donc on peut faire plein de systèmes d'applicatifs, de web apps, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ouais. Et surtout, après, il y a aussi des niches. C'est-à-dire que nous, par exemple, dernièrement, on a développé des systèmes applicatifs liés à l'industrie. Où là, l'idée, c'est de commencer à faire des choses quand même relativement complexes, où on va aller s'appuyer, par exemple, je ne pourrais pas ennuyer les gens, mais sur des ERP ou des outils de GPAO, c'est-à-dire des outils que les industriels ont à l'intérieur de leur entreprise. Donc GPAO, c'est gestion de production assistée par ordinateur, qui sont souvent des licences très coûteuses, qui sont monopostes et qui ne sont pas connectées. D'accord. Et donc, nous, aujourd'hui, alors on communique peu là-dessus, mais c'est pourtant quelque chose d'assez génial. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de sortir ces données du système en temps réel et de les donner accès en version web et en version web applicatif aux différentes personnes de la chaîne de l'industrie, aux différents opérateurs, à leurs différents postes. Et c'est une révolution parce que le client, le patron, généralement, va payer une licence. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, le patron, il sait où sont ses stocks, où sont ses produits, qui sont ses clients, etc. Un gars doit créer un projet pour l'entreprise, mais il doit commander, je sais pas moi, il doit commander des pièces, savoir si elles sont en stock, si elles sont pas en stock. Donc généralement, il fait sa liste, il va voir la personne qui gère les stocks, la personne qui gère les stocks va lui dire, bah oui, il y a bien ça qui est disponible. Ah, mais il en manque, donc il faut aller voir la personne des achats, etc., etc. Grâce à l'extraction de ces données et la mise en temps réel sur la tablette de l'opérateur, il sait tout de suite, sans communiquer avec personne, sans imprimer aucun bordereau, etc., etc. Donc toute la communication se fait ultra rapidement, et elle se fait à tous les niveaux de la chaîne. Et si on va plus loin, toutes ces données, bah du coup, elles sont sur le web. Donc elles peuvent être aussi à destination du client qui lui-même à 300 km peut se connecter, savoir où en est son projet, ce qu'il avance pas, etc., etc. Et de même jusqu'à la livraison, où effectivement, une fois que la livraison est faite, le livreur prend la photo, dit que c'est nickel, le gars il signe en bas, ça remonte dans le RP, etc., etc. Donc bref, tout ça pour dire que il y a le web au départ, la réalisation de site internet. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Le simple site internet. Je dirais même qu'on s'est un peu spécialisé dans les moutons à 5 pattes. Ouais, ouais. Et en gros, c'est là où, en termes on parlait de concurrence, la concurrence, elle est multiple. Il y a plein d'acteurs. D'ailleurs, tant mieux. Ça veut dire que le système est vertueux. Le système est vertueux. Ouais, tout à fait. Nous, par exemple, au départ, nos premiers concurrents étaient les indépendants. Mm-hmm. C'est ce qu'on a connu au départ. Donc, il y a eu une vague où il y avait plein de gens qui se mettaient sur le marché en indépendant, qui ont eu un certain succès à un moment. Après, ça a un petit peu changé. Mais aujourd'hui, par contre, ce qui change pas, c'est la relation humaine qu'on a avec nos clients et le fait de comprendre les dossiers qui vont nous être confiés. Ouais. Donc il y a vraiment une approche qui est humaine. Il faut s'intéresser aux dossiers et en gros, je dirais qu'il y a de la place sur le marché pour de nombreux acteurs parce que toutes les entreprises ne se correspondent pas entre elles, tout simplement. Ouais, tout à fait. Deux observations qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que effectivement, pour que tout le monde se rappelle bien un petit peu ce qu'est la communication depuis 24 ans ou 25 ans. Le site internet a été, une découverte, une nécessité, pour certains, parfois une lubie qui n'était pas forcément indispensable. C'était le signe, si j'ose dire, qu'on s'insérait dans un système de nouvelles technologies qui n'étaient pas extrêmement pratiquées. Aujourd'hui, pour être clair et sans provocation, on peut dire que le site internet, c'est un peu has-been, quoi. En tout cas, ça suffit pas.
En tout cas, ça suffit pas. Voilà. Oui, à une époque, C'est un outil. Comment dire, nous on considère quand même que c'est la pierre angulaire de la communication d'une entreprise. On se doit d'en avoir un. Ouais. C'est vraiment la présentation, mais c'est un élément de la com, quoi. Un élément parmi d'autres. Et précisément, quand on fréquente le site internet de Nouvel Oeil, on peut comprendre, et ça fera le lien avec la seconde partie de l'émission, on peut comprendre qu'effectivement aujourd'hui vous êtes entré, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est il y a déjà quelques années dans une stratégie globale en communication. C'est d'ailleurs l'expression que vous employez sur votre site internet et qui consiste à fournir tous les outils les plus récents, les plus marketés, qui vous permettent, à travers la relation humaine que vous avez réussi à tisser avec vos clients, d'avancer. Et précisément, la deuxième observation que je voulais faire, c'est que vous avez, par votre profil, par votre proximité avec la clientèle, j'allais dire une vision qui est très différente de celle de boîtes de communication qui sont beaucoup plus importantes et pour qui j'imagine que les relations humaines sont peut-être un petit peu moins significatives. C'est sûr que nous, pour les gens qui nous connaissent, on place effectivement la relation humaine vraiment au cœur de notre relation client et de notre façon de travailler. Ça, c'est une évidence. On est très proche de nos clients. C'est pour ça aussi qu'on a toujours voulu être une petite boîte à taille très humaine, puisque on est 5 dans l'entreprise. On a toujours été entre 4 et 6 dans l'entreprise, jamais moins, mais surtout jamais plus. Effectivement, on connaît, on tutoie de tous nos clients. C'est la base de la com, quelque part, enfin de la com de proximité. Absolument. On n'a pas des très gros clients, on n'a pas des très grands comptes. C'est pas notre objectif. C'est pas comme ça qu'on vit. Et effectivement, pour revenir sur la stratégie globale en communication, la différence, c'est que à une époque, le site web était effectivement un outil dans la stratégie globale, et aujourd'hui, nous, on a essayé de placer le site web au centre pour ensuite renvoyer vers les différentes possibilités que ça offrait. En fait, on a forcé un petit peu les gens à utiliser leur site web pour communiquer sur les différents systèmes, les différentes plateformes, les différents outils. À une époque, par exemple, quand les gens commençaient à être actifs sur Internet, ils faisaient du Facebook. Alors ça, ils en faisaient du Facebook. Ouais. Sur Facebook, ils communiquaient. Ouais. J'ai fait ma nouvelle pizza au machin. J'ai fait ma nouvelle promotion immobilière, etc. Et au bout d'un moment, ils me disaient, c'est incroyable parce que du coup, je communique beaucoup, mais mon site internet en référencement, il commence à chuter alors que vous nous avez dit que vous étiez les meilleurs. Je dis, oui, c'est très simple, mais il y a un moment, votre dernière actualité sur votre site internet, elle date d'il y a 7 ans. Je pense que Google sera pas très intéressé de mettre en avant des actualités qui datent d'il y a 7 ans. Donc, arrêtez de communiquer sur Facebook seulement, mais communiquer sur le site. Donc bref, on a créé des outils à ce moment-là pour dire, c'est à partir du site qu'on va vous faire un outil très simple, encore plus simple que Facebook. Vous allez communiquer à cet endroit-là, ça va faire votre référencement de site internet, et en même temps, évidemment, il y a les réseaux qui sont importants. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, comme ma grand-mère, elle allume Facebook, ou mon grand-père, il allume Google, il y en a qui allument que Instagram. Ouais. Donc effectivement, la place du référencement Google est moins importante, elle est primordiale quand même, et donc il faut qu'à partir de cet endroit-là, la pierre angulaire, ce soit votre site internet, il soit facilement administrable et qui renvoie aujourd'hui sur Instagram, TikTok, etc., etc. Donc effectivement, le but du jeu, c'est qu'à partir de ce seul endroit-là, c'est une plateforme qui va vous permettre de communiquer sur les différents réseaux, et seulement à partir de cette plateforme. Donc en résumé, le site internet qui était et qui reste peut-être, tu le disais Laurent tout à l'heure, la pierre angulaire était à l'époque, il y a donc une vingtaine d'années, l'élément essentiel, pour ne pas dire unique, en termes d'outils de communication. Aujourd'hui, ça n'est qu'un support, certes, j'allais dire un support bien enraciné, qui doit être enraciné pour servir à la communication de l'entreprise. Mais d'abord, il faut l'enrichir, il faut le travailler, et puis bien évidemment, il faut bénéficier d'outils supplémentaires. Et je pense qu'on pourra en parler dans la seconde partie de l'émission, puisqu'on va avoir une petite pause musicale. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Et oui, on est de retour dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac en ce 19 décembre, dernière de l'année pour le grand bain de l'écho.
en compagnie de Laurent Pernet et de Fabien Jany, seconde partie de l'émission consacrée, ou en tout cas où on met à l'honneur Nouvel Oeil Communication, leur petit enfant qui a beaucoup grandi, et on va envisager dans cette seconde partie l'évolution effectivement des outils de communication. On a commencé à en dire un mot. Laurent, tu me disais tout à l'heure pendant la pause que vous ne travaillez pas sur les réseaux sociaux, ça fait pas partie en tout cas de votre ADN et de votre façon de... Tout à fait. Alors nous, on n'a pas la vocation d'être des community managers réellement. Par contre, on va mettre en place les réseaux sociaux pour nos clients qui vont ensuite avoir la liberté de les utiliser. Mais on n'a pas de service vraiment de community management. D'accord. Tout simplement. Ok. Fabien, un point ajouté, il s'agit d'une volonté stratégique, un choix. Non, je crois que historiquement, c'est jamais un truc qui nous a vraiment passionnés. D'accord. Aussi simplement Ouais. que ça. Après, il y a des gens qui font ça très très bien. Ouais. Donc, on réoriente après sur des différentes personnes qui elles sont vraiment spécialisées là-dedans. Qui sont des partenaires en réalité. Oui. Après, je pense que en fait tout est histoire de spécialistes. Ouais. Il y a un moment, on peut pas tout faire. Comme on le disait tout à l'heure, on est une boîte de 5 personnes. On peut pas être graphiste, designer, intégrateur, développeur, community manager et tous les trucs en heure. Il y a un moment, faut faire des choix. Si on veut être bon quelque part, on peut pas tout faire. Et donc, c'est vrai que déjà, c'est pas le truc qui nous a passionné le plus. On sait que c'est une évidence et on n'arrête pas de tanner nos clients pour leur dire d'y aller, d'essayer de leur expliquer comment y aller. Mais effectivement, c'est pas notre truc. Donc après, on peut les réorienter, etc., etc. Ok. Voilà, donc nous on crée les outils pour qu'ils puissent utiliser ces réseaux, mais on va pas les alimenter. D'accord. Voilà. On donnera des conseils. Alors, il y a un point qui est important, qui mérite peut-être d'être éclairci ou travailler un petit peu. On voit que les entreprises travaillent souvent sur, on va dire, la réfaction de leur logo, de leur entité, de leur dénomination sociale ou d'une enseigne commerciale. Je sais que vous travaillez évidemment sur ces aspects. Si une entreprise vient vous voir avec un nom, je sais pas, séculaire, en vous disant, moi demain, je veux changer de nom, je veux avoir, si j'ose dire, une visibilité plus importante, je veux être plus attractif vis-à-vis de mes clients, en restant ce que je suis, mais en montrant une autre image de moi-même. Mm-hmm. Quels sont les prérequis et les suggestions il y a différents que vous cas. donnez à ce client? Il y a différents cas, on va pas citer de nom, parce qu'on n'a pas forcément l'autorisation. Oui, tout à fait. Mais il nous est arrivé d'avoir des clients qui arrivent en nous disant, voilà, je veux m'appeler comme ci et comme ça pour telle et telle raison. On a écouté, on a échangé, et à la fin, il est arrivé de dire, j'ai un client en tête, en fait non, tu vas t'appeler par ton nom de famille à toi. Et c'est comme ça que tu vas t'appeler parce que ça correspond exactement à ce que tu veux faire, mais le nom que tu avais trouvé était absolument pas le bon. Après, c'est une vraie réflexion qu'une recherche de nom, c'est compliqué. Donc après oui, tout s'étudie, on va faire les études qu'il faut pour savoir si le nom est adapté, s'il est euphonique, s'il est international, s'il a besoin d'être international ou pas, etc., etc. Et puis voilà, je suis pas sûr d'avoir répondu complètement à la question, mais ouais, tout s'étudie. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle générale qui prévaut pour telle ou telle chose. Ouais, c'est de l'étude qu'il y a à chaque fois. Et c'est vrai que le meilleur exemple qu'on a, c'est d'avoir dit à des gars, non, finalement, après des grands brainstorming, après des grandes idées, soit tu vas garder ton nom, parce que pour telle et telle raison, soit, tu vas changer, au lieu d'avoir un nom commercial, tu auras ton nom de famille parce que tu représentes quelqu'un parce que t'es, par ton nom, etc. Il n'y a pas de règle, c'est des études, quoi. D'accord. Non, simplement parce que je pense à quelques opérateurs nationaux ou internationaux, fournisseurs de gaz et électricité qui devient Enedis, une grande entreprise, un grand groupe français qui change de nom. Alors, on aurait bien aimé revendre la nouvelle identité d'Enedis, voire créer le nom. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé faire, mais malheureusement, non, c'est pas dans notre cible de clientèle. Mais par contre, on est souvent questionné sur des créations en termes de créativité, sur des créations de services, par exemple, de packager un service pour une entreprise, une nouvelle branche ou autre. Ça nous arrive régulièrement. Et là, on va s'appliquer à créer, par exemple, une charte graphique pour traiter le sujet, quoi, tout simplement. La charte graphique, le logo, c'est-à-dire comment, si j'ose dire, améliorer sa visibilité et puis peut-être appréhender le client de façon un petit peu plus
En gros, c'est donner une image globale et faire en sorte que l'entreprise qui nous a confié sa com ait une image qui lui corresponde bien et qui lui facilite un petit peu la vie et la commercialisation, tout simplement. Alors, ça nécessite quand même des recherches juridiques notamment, hein ? Oui. Entre autres, voilà. Et aujourd'hui, le plus compliqué, ça reste quand même les disponibilités. Parce qu'il y a une multitude de créations de marques, de noms. Et en gros, il faut réussir à trouver des noms qui soient libres, qui soient facilement exploitables sur Internet également, et qui correspondent à l'activité. Donc, c'est vrai qu'il faut souvent, il y a un petit peu de débrouille. On a une idée qui va être géniale. On va se dire, ça y est, on a trouvé le truc. En fait, on est obligé toujours de vérifier effectivement, de vérifier et puis de modifier. On rappellera quand même que, bien évidemment, le droit de la propriété intellectuelle est assez complexe. On peut voir de bonnes idées qui malheureusement se heurtent parfois à la détention de droits, hein, c'est-à-dire que les droits ne sont pas libres pour utiliser tel logo, telle charte ou tel nom, bien évidemment. Mais après, on a, j'allais dire, une liberté de mouvement qui est un petit peu facilitée par le fait que, en fonction des secteurs d'activité, bien évidemment, on n'est pas tous en concurrence, entre guillemets. Donc, on peut adopter un logo, une charte ou un nom qui sont les mêmes que ceux d'une entreprise qui a une activité qui est complètement différente. Ce qui permet quand même d'avoir un petit peu plus de souplesse, je pense, dans le travail. Sans quoi ça deviendrait absolument impossible. Après, nous, ce qui se passe aussi, c'est que la plupart de nos clients sont des gens qui existent depuis relativement longtemps, donc ils n'ont pas forcément ce besoin. C'est pas un besoin qu'on croise très très souvent, en fait. D'accord. Donc il y a pas de de nécessité ou d'envie de volonté de changer finalement d'identité, quoi. C'est plutôt une volonté d'évoluer, de s'adapter. C'est plus ça. À l'évolution du contexte socio-économique. Alors là, on est quoi, dans les services, l'industrie, les deux on est plus, on est dans les deux. On est même, on est dans tous secteurs confondus, à part l'institutionnel, Ouais, d'accord. Ok. On a parlé des entreprises. Est-ce qu'on peut parler un instant des collectivités locales, enfin, en tout cas des acteurs publics? Et puis, est-ce que c'est facile de rentrer dans le monde des marchés publics avec les appels d'offres, toutes les contraintes que ça représente, en termes de préparation de dossiers Alors, pour tout te dire, on n'a jamais été des grands fans des appels d'offres. D'une manière générale. Tu m'étonnes. C'est pas tellement notre truc. Nous, on a plutôt essayé de travailler un maximum sur le réseautage, le fait d'avoir un maximum de réseaux et d'avoir effectivement des pions à droite, à gauche, donc d'avoir des connaissances dans certaines administrations, des mairies, des communes, des comcom, etc. Après, encore une fois, on n'a pas vocation non plus à remporter des marchés de plus de 200 000 euros, etc. C'est pas notre cœur de métier, donc on n'a pas toujours, on va rentrer dans une collectivité, pas forcément par des grands appels d'offres compliqués, etc., par des mises à concurrence, alors je sais plus comment on appelle ça, de moins de X milliers d'euros, qui sont quand même beaucoup plus souples. Absolument. Beaucoup plus souples pour répondre. Donc oui, certaines fois, quand vraiment ça nous intéresse beaucoup, on va essayer de remplir des appels d'offres. Généralement, on n'est pas pris parce qu'on n'est pas bon dans ce côté paperasse, faut être très honnête. Ouais. Donc voilà. Donc nous, on va plutôt rentrer, encore une fois, comme nos clients entreprises, de petites entreprises, on va souvent travailler avec des petites collectivités ou alors on va passer par des petites portes de plus grandes collectivités. Après, on travaille pour des mairies, on travaille pour des comcom, on travaille pour des acteurs institutionnels autres, mais on travaille pas sur des énormes projets à des budgets de plus de 50 000 euros d'appel d'offres, par exemple. Ok. Tiens, on parle argent, il faut en parler un petit peu. C'est une question un petit peu singulière que je vais poser. Combien ça coûte, la communication ? Vous allez me dire, ça dépend évidemment du client, ça dépend du besoin qu'il exprime, ça dépend de l'audience, entre guillemets, qu'il reçoit dans son secteur d'activité. C'est très compliqué à dire parce que... Si un client vient vous voir et vous dit, voilà, moi je veux un package communication avec... une refonte ou une création totale de site internet. C'est hyper compliqué. On peut pas répondre comme ça. Ça se fait sur devis. Non, mais en gros, je sais pas. Moi, vous êtes. Je voudrais pas dire un truc péjoratif, mais vous êtes la petite boîte du coin qui a pas vraiment de besoin et qui a besoin juste d'une
d'une vitrine Internet, pour être présent sur Internet, on va être sur des budgets restreints à moins de 10 000 euros, on va dire. Et après, tout est ouvert. Vous voulez un site e-commerce, mais vous voulez quel type d'e-commerce? Vous voulez vendre à qui, comment, dans combien de langues, dans combien de pays, sur quel mode, sur des abonnements, pas des abonnements, etc. Et là, ça peut être effectivement exponentiel. Maintenant, on va rarement toucher je vais dire n'importe quoi. On va pas toucher des budgets de site internet à 200 000 euros. Ouais, je comprends. C'est pas le sujet. Mais ça peut vraiment aller, 20, 30, 40, D'accord. 50. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc c'est très, très difficile de répondre une généralité. C'est vraiment au cas par cas que ça s'étudie, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, ce sont des offres à tiroir, bien évidemment. Exactement. Ouais. Avec, j'allais dire, une base qui constitue... Il y a une base qui est toujours à peu près la on est même. bien d'accord. Et puis après, effectivement, en fonction des demandes, est-ce que le mec il va avoir 300 000 produits à vendre? Est-ce que ces produits vont être liés, j'en parlais tout à l'heure, à des outils de gestion, à des ERP, etc., etc. Donc là, techniquement, il y a des passerelles à mettre en place, il y a des développements informatiques différents. C'est vraiment au cas par cas que ça va s'étudier, quoi. Ce qui est important aussi, c'est que le client soit l'acteur de sa propre communication, c'est-à-dire qu'en lui fournissant les outils, vous l'invitez également à s'en servir. Oui, il y a un petit peu un rôle de coaching. On est bien d'accord. Alors le coaching, tiens, ça c'est un aspect qui est intéressant. L'accompagnement en réalité, tout ce qui relève de l'assistance, du conseil, de la reco au quotidien, dans l'approche. Moi j'aimerais qu'on parle peut-être de cet aspect humain au quotidien ou de manière un petit peu plus espacée dans le temps. Ouais, le tout c'est de s'intéresser à ce que fait le client déjà, de se mettre un petit peu à sa place et de vraiment s'intéresser à son sujet. Ensuite, il y a une grosse phase d'échange, c'est-à-dire on va beaucoup questionner nos clients, on va essayer vraiment de comprendre au mieux le message qu'ils souhaitent faire passer. Et ensuite, un peu comme toi quand t'es avocat, quand on arrive pour un divorce par exemple, il y en a pas deux qui se ressemblent, donc il faut s'intéresser à son client du moment et puis essayer de raconter une belle histoire autour de ce qu'il a envie de dire et de construire un petit peu l'histoire ensemble, quoi. D'accord. C'est un petit peu ça le système. D'accord. Le contexte économique, socio-économique étant ce qu'il est, est-ce que la communication aujourd'hui, c'est un pan de budget qui est devenu sinon secondaire, en tout cas qui passe derrière des préoccupations principales? Comment est-ce que vous ressentez, ou plus exactement, comment est-ce que les clients vous apparaissent dans cet environnement d'aujourd'hui, qui est quand même un petit peu différent de celui qu'on a connu il y a quelques années, dans un environnement un petit peu plus confiant, optimiste? Moi, je dirais qu'on a des clients qui sont, pour la plupart, des entrepreneurs, donc ils sont positifs. D'accord. Ils ont envie. Ouais. Donc certes, il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés. On va pas le nier. Il y a des problèmes budgétaires, forcément, dans toutes les entreprises. Mais il y a quand même une sacrée envie et une certaine motivation. Les gens ont envie de faire des choses, ont envie d'avancer. Et donc, je dirais pas qu'on passe au second plan, mais non, on est plutôt optimiste quand même sur la suite des événements, quoi. Je crois que la différence par rapport à d'autres époques, c'est con, mais c'est que la création d'entreprise, elle est moindre. Donc, les clients qui sont en place et qu'on connaît depuis 25 ans, oui, certes, il y a des pertes, il y en a qui tombent, ça, c'est une évidence. Bien sûr. Mais la plupart sont quand même relativement solides. Ouais. Donc, ils sont évidemment plus réticents à aller sur de la communication parce qu'ils sont déjà en place, quelque part. Les nouveaux clients, il y en a moins. Donc il y a moins de nouveautés, il y a moins de nouveaux créateurs d'entreprises, et il y a moins de budget. Et comme dans toutes les crises, là où il faudrait précisément investir pour justement se démarquer, se faire connaître, on tombe pas à neuf. Si les gens ils ont pas d'argent, ils vont dire attends, on va faire comme tout le monde, on va attendre que ça passe, on va voir comment on fait, on va gérer nos clients habituels et puis on va attendre. Donc c'est vrai que fatalement, dans toutes les périodes de crise, les budgets communication sont pas ceux qui sont le plus favorisés. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu attentiste. Donc après, à nous, acteurs du web, de trouver des débouchés, parce que nous aussi, il faut qu'on vive. Bien sûr. Donc, je parlais tout à l'heure, notamment du développement de ce qu'on appelle les progressive web apps dédiés à l'industrie. Donc, on essaye de trouver des choses avec de la valeur ajoutée qui va permettre aussi à certains types de clients, d'accroître leur rentabilité, d'accroître leur marge, etc. Et peut-être de réinvestir chez nous sur un aspect plus communication et moins productif.
Donc bref, voilà, il faut être créatif, il faut être ingénieux, puis faut trouver des choses dans ce qu'on sait faire. Et puis nous, ce qu'on sait faire, c'est le web. Donc on sait, comme on l'a vu en première partie, que le site internet c'est bien, mais c'est plus une fin en soi aujourd'hui. Tout à fait. Souvent ça existe déjà. On devrait le renouveler, mais on le renouvelle pas. Donc il faut se servir de ce qu'on sait faire et de l'appliquer à autre chose qui permette une rentabilité aux clients, quoi. Donc le maître mot, c'est adaptabilité. Ah bah oui, si je pense que si on faisait du site internet comme on faisait en 2006, je pense qu'on aurait plié depuis un moment quand même. Hein. On est bien d'accord. Et c'est pourquoi vous avez effectivement décidé de vous lancer il y a déjà bien longtemps dans cette expression qui me plaît beaucoup et qui est employée dans le site internet de Nouvel Oeil, c'est la stratégie globale en communication. J'allais dire les acteurs économiques, les opérateurs, vos clients, ils parlent beaucoup, ils se confient à vous. Je pense que vous êtes probablement les professionnels auxquels ils se confient le plus facilement. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? On a dit qu'ils n'étaient pas forcément très inquiets, ou plus exactement qu'ils se montraient dynamiques et résolument optimistes. Ils sont résolument optimistes. Ouais. Ils sont résolument optimistes. Après, on a quand même la chance d'être dans une région est très très dynamique. Je veux dire, ça bouge, quoi. On est dans une région qui a toujours économiquement été bien, quoi. Ouais. On ne doit pas oublier cet élément essentiel. On a en effet la chance, entre lacs et montagnes, d'avoir un contexte socio-économique qui est suffisamment porteur en termes d'industrie touristique en particulier. Et c'est vrai que on n'est pas dans la même situation que dans certains secteurs géographiques qu'on qualifiera d'un petit peu plus délaissés ou désertés. Bon, c'est en tout cas quelque chose qui m'interrogeait. De savoir si les budgets de communication étaient devenus un petit peu plus serrés ou si finalement dans des temps qui sont difficiles, les clients ne se disent pas que appuyer un petit coup sur la communication pour se redonner un petit peu de visibilité et finalement aller au devant du client, c'était peut-être une solution ou un investissement à moyen terme qui valait le coup. Après, il y a pas de type d'entrepreneur particulier. Vous allez avoir ceux qui vont avoir envie justement de tout mettre sur le tapis et d'aller vraiment d'aller à fond. Ceux qui vont être plus prudents. Donc il y a pas vraiment il y a pas de règles, quoi. D'accord. Il y a pas de règles. D'accord. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. Ça passe vite, 1 heure. On a parlé des 25 ans de Nouvel Oeil. C'est quoi les 25 prochaines années de Nouvel Oeil Communication? Alors personnellement, moi j'ai prévu de prendre ma retraite l'année prochaine. On n'en sait rien, on verra bien. Non, je pense qu'il y a quand même un petit truc qui va révolutionner un petit peu le monde, ça va être l'IA. Ouais, bien sûr. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va prendre énormément de place dans ce qu'on va faire, ce qu'on va vendre, ce qu'on va produire. Et selon les... déjà. Et voilà. Et comment les gens vont l'utiliser. Donc ça, c'est la révolution. En fait, on connaît beaucoup de révolutions dans le monde informatique et donc dans le monde tout court. On a connu la révolution Internet, la révolution Google. On a connu la révolution smartphone, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que j'oublie une révolution? Non, c'est déjà pas mal, 3 révolutions en 25 ans. Et là, aujourd'hui, on va connaître la révolution intelligence artificielle, qui évidemment va bouleverser le monde et donc va bouleverser également notre façon de travailler. Aujourd'hui, n'importe quel logiciel est doté d'une part d'IA. Absolument. Voilà. Donc les prochains challenges des années à venir, c'est effectivement la bonne utilisation de l'IA, quoi. Qui aujourd'hui n'existe pas. Enfin, j'allais dire les utilisateurs quotidiens de logiciels qui pourraient utiliser Copilot n'utilisent pas Copilot en pratique. Hein. Ça commence effectivement, ça commence à venir, mais c'est sur un public averti, sur un public de professionnels. Le grand public n'y est pas encore complètement, mais vu la rapidité à laquelle ça semble aller, je pense que dans 5 ans, tout le monde y sera. En tout cas, merci d'avoir fait cette transition parce que sur Radio Grand Lac, 1 fois par mois, nous avons une chroniqueuse qui est Coralie Simoner et qui est notre spécialiste IA, intelligence artificielle. Et je vous invite à la retrouver, bien évidemment, sur Radio Grand Lac, mais à travers ses nombreux posts sur les radios sociaux. On embrasse Coralie.
à qui on souhaite d'excellentes fêtes, mais on aura peut-être l'occasion, justement, d'en reparler avec Coralie à l'occasion d'une prochaine chronique. Je crois que l'année 2024 va bientôt s'achever sur Radio Grand Lac, en tout cas pour le grand bain de l'écho. Moi, ce que je voudrais dire, c'est et surtout faire, c'est adresser mes chaleureux remerciements d'abord à celui qui m'a précédé, Pierre-Luc Petit-Delclève, qui m'a invité dans son émission, Un jour un lac, un entrepreneur. C'était avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Et puis, Pierre-Luc a été amené à retourner dans, j'allais dire, sa région d'origine, en tout cas dans le sud de la France. Et puis un jour, il m'appelle en me disant, écoute, j'en ai parlé avec Sandra, donc notre présidente, et puis notre rédac-chef JP, aux manettes. Et on aimerait bien que tu reprennes l'émission. Alors, évidemment, sous un autre format, sous un autre titre. Et puis je dis banco. Et puis au mois de septembre, on a commencé. On a commencé avec le grand bain de l'écho. Et puis, on est au mois de décembre aujourd'hui. La périodicité d'une fois tous les 15 jours amène à se remuer les méninges pour renouveler bien évidemment les idées et faire en sorte qu'on continue de vous intéresser. Et puis, c'est l'objectif qu'on se fixe pour 2025. Je vous annonce d'ores et déjà de beaux moments et probablement de chouettes invités. Donc merci à Pierre-Luc, merci à Sandra, à Jean-Pierre, à Laurie, les chevilles ouvrières du grand bain de la vie locale, de Radio Grand Lac. Merci à tous nos partenaires, bien sûr. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et en famille, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et à très vite, dès 2025, dès le mois de janvier. À très vite, à bientôt. Radio Grand Lac.